Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Homo Domesticus par James C. Scott. Il s'agit d'un livre sur le développement et le déclin des premiers États. L'auteur cite souvent la Mésopotamie, mais aussi la Chine des Han, la Grèce, la République et l'Empire romain, l'Empire Inca, ainsi que les multiples peuples barbares qui les ont côtoyés. D'ailleurs, si ce livre parle essentiellement de l'évolution des premiers États et de leur lien avec l'agriculture, il cherche aussi à déconstruire l'idée que nous pourrions avoir des peuples dits barbares. D'ailleurs, ce n'est pas la seule idée reçue que ce livre essaie de faire trembler sur ses fondations. Quelle place l'écriture a-t-elle eue dans ses premières ébauches d'un système étatique ? Pourquoi les céréales sont-elles si spéciales et pourquoi elles seules ont permis l'émergence de ces premiers centres de pouvoir ? L'agriculture peut-elle être réellement considérée comme le début de la civilisation ? Les barbares étaient-ils plus ou moins heureux que ceux vivant dans les premiers États ? L'esclavage a-t-il consolidé ou affaibli leur mise en place ? Quelle est leur principale cause d'effondrement ? D'ailleurs, doit-on parler d'effondrement ? Voilà les diverses questions qu'aborde ce professeur de sciences politiques à Yale, aux États-Unis. C'est un livre d'anthropologie sociale qui se veut anarchiste. Non pas anarchiste dans ses moyens, car cet ouvrage est très documenté et argumenté, mais anarchiste dans son objet d'analyse. Non pas seulement le pouvoir, ici l'État, mais aussi et surtout toutes les forces qui s'opposent à l'édification de ce pouvoir. Les barbares par exemple, mais aussi les maladies. C'est une lecture très intéressante car elle bouscule beaucoup de clichés. Elle aide aussi à gommer la frontière entre histoire et préhistoire car ce livre montre que certains des événements récents que nous vivons ont déjà eu lieu il y a plusieurs millénaires et que les conséquences s'en sont faites ressentir jusqu'au XVIIe siècle, date à laquelle l'auteur situe la fin de l'âge d'or des barbares avec la naissance de l'État-nation. C'est une lecture relativement facile et les nombreuses notes de bas de page ont été repoussées à la fin de l'ouvrage, ce qui permet de conserver une certaine fluidité. Bien qu'il s'agisse de vulgarisation au sens large du terme, il y a parfois quelques termes techniques, mais qui sont souvent compréhensibles grâce au contexte. C'est donc un livre enrichissant, car il est de ces ouvrages qui, parlant du passé, permettent de mieux comprendre notre présent, dont voici quelques extraits, dont le premier trouve un écho dans l'actualité récente, le livre étant écrit en 2017. La longueur de la liste des maladies partagées avec les animaux domestiques et les consommateurs de la domus est saisissante. D'après des données sans doute déjà périnées et sous-estimées, les humains ont en commun 26 maladies avec les poules, 32 avec les rats et les souris, 35 avec les chevaux, 42 avec les cochons, 46 avec les moutons et les chèvres, 40 avec les bovins et 65 avec notre plus ancien compagnon de domesticité, le chien. Cette génération de nouvelles zoonoses transspécifiques a prospéré au fur et à mesure que les populations humaines et animales augmentaient et que les contacts à longue distance devenaient plus fréquents. Ce processus continue aujourd'hui. Rien d'étonnant, donc, à ce que le sud-est de la Chine, en particulier le Guangdong, à savoir probablement la plus vaste, la plus ancienne et la plus dense concentration d'humains, de porcs, de poulets, d'oies, de canards et de marchés d'animaux sauvages du monde, soit une véritable boîte de pétri à l'échelle mondiale propice à l'incubation de nouvelles souches de grippe aviaire et porcine. Mais pourquoi les céréales ont-elles joué un rôle aussi important dans l'émergence des premiers États ? Après tout, d'autres plantes, en particulier des légumineuses telles que les lentilles, les petits pois et les pois chiches, ont été domestiquées au Moyen-Orient. De même que le taro et le soja en Chine. Pourquoi n'ont-ils pas servi de base à la formation de l'État ? Plus généralement, pourquoi n'existe-t-il historiquement aucun État de la lentille, du pois chiche, du taro, du sagou, de l'arbre à pain, de l'igname, du manioc, de la pomme de terre, de la cacahuète ou de la banane ? Nombre de ces cultivars fournissent plus de calories par unité de terre que le blé et l'orge. Certains nécessitent moins d'efforts et, seuls ou en combinaison, ils pourraient fournir une base nutritive comparable. Autrement dit, nombre d'entre eux satisfont tout aussi bien que les céréales les réquisites agrodémographiques de densité de la population et de valeur nutritive. Seul le riz irrigué les dépasse en termes de concentration pure de valeur calorique par unité de terre.